Abordons maintenant la loi de Bode. En 1741, le philosophe, juriste et mathématicien allemand Christian Wolff trouva que les distances moyennes des planètes au Soleil suivent approximativement une loi géométrique. Mais cette approximation était vraiment grossière. 31 ans plus tard, un autre astronome allemand, Johann Daniel Titz, qui latinisa son nom comme cela se faisait souvent à l'époque en s'appelant Titius, améliora cette loi comme nous allons le voir. Donc pour l'étude des distances par la loi de Bode, il n'est pas nécessaire de connaître avec précision la distance moyenne Terre-Soleil. Comme on l'a vu, la troisième loi de Kepler permettait déjà au XVIIIe siècle de déterminer les distances relatives en unités astronomiques. Donc vous pouvez les lire ici pour les différentes planètes du système solaire, et tout en bas, bien sûr, des planètes qui n'étaient pas connues à l'époque, Uranus, Neptune et Pluton. Nous allons en voir l'histoire de la découverte dans la suite de cette vidéo. Alors, Titius associa à Mercure le nombre 4, à Vénus le nombre 7, la Terre le nombre 10, Mars le nombre 16, Jupiter le nombre 52 et Saturne le nombre 100. Et vous voyez qu'à chaque fois, on le décompose en 4 plus 3, 4 plus 6, etc. Comparons maintenant les distances en unités astronomiques avec les nombres de Bode. On constate que l'on obtient une assez bonne approximation à un facteur 10 près. En effet, si je multiplie 0,38 par 10, j'obtiens 3,8, qui est tout de même assez proche de 4. Pour Vénus, 7,2. Ben pour la Terre, 10. Pour Mars, 15,2. Bon, on n'est pas tout à fait à 16, mais pas loin. Pour Jupiter, c'est beaucoup plus précis, 52,1. Vous voyez qu'on est à 52. Pour Saturne, un peu moins précis, mais les nombres étant un plus grand, l'erreur relative est du même ordre, 95,4 par rapport à 100. Alors, je fais une petite digression mathématique pour que toutes celles et ceux qui souhaitent s'intéresser à ce qui suit puissent le faire sans obstacle. La notation des puissances avec un exposant ne s'adaptant pas à tous les logiciels d'écriture, j'ai adopté la notation utilisant l'accent circonflexe. Ainsi, par exemple, 2 puissance 5, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 32, ben, se note 2, petit accent circonflexe, 5, 2 puissance 5. Avec une convention 2 puissance 0 égale 1. C'est ce que nous allons utiliser maintenant. Donc nous allons considérer le deuxième terme des sommes données par Titius à partir de Vénus. Donc je les rappelle, et vous voyez apparaître une suite 3, 6, 12, 48, 96. Donc on peut remarquer que 3 c'est 3 fois 1, 6 c'est 3 fois 2, etc. Je vous laisse lire les autres. Et on remarque eh bien, les puissances dont on vient de parler. Donc si on attribue à Mercure le rang 1, à Vénus le rang 2, à la Terre le rang 3, à Mars le rang 4, à Jupiter le rang 6 et à Saturne le rang 7, on obtient une formule. 10 fois la distance d'une planète au Soleil. Je prends la distance d'une planète au Soleil, je multiplie par 10 comme on l'a vu, on est en unité astronomique, eh bien, on obtient 4 plus 3 fois 2 à la puissance rang de la planète moins 2. Je sais que ça paraît peut-être un peu compliqué, mais vous le voyez au niveau de Vénus, c'est tout simplement que le nombre 7, c'est 4 plus 3 fois 2 puissance 0. Pour la Terre, 10, c'est 4 plus 3 fois 2 puissance 1. Pour Mars, 16 égale 4 plus 3 fois 2 puissance 2,
toujours on prend le rang de la planète et on retranche 2. Jupiter, 4 plus 3 fois 2 puissance 6 moins 2. Et Saturne, 4 plus 3 fois 2 puissance 7 moins 2. Pour obtenir un résultat juste, il a fallu attribuer le rang 4 à Mars et le rang 6 à Jupiter. C'est ce saut de 4 pour Mars à 6 pour Jupiter qui a laissé penser aux astronomes de l'époque qu'il y avait peut-être une planète inconnue entre Mars et Jupiter. Mais il faudra attendre le tout début du 19e siècle pour avoir la clé de l'énigme. Nous allons y venir un peu plus tard. Mais pour le moment, voyons ce qu'est devenu la découverte de Titius. En 1778, le directeur de l'Observatoire de Berlin, Jean Heller Bode, mentionna cette loi dans une de ses publications. Il se trouve que 3 ans plus tard, Sir William Herschel découvrit par hasard la planète Uranus. Bode s'aperçut que la distance moyenne d'Uranus au Soleil correspondait bien à la même loi. Et c'est pourquoi cette loi prit le nom de loi de Bode, malgré les protestations de ce dernier, à qui la loi était indûment attribuée. Par la suite, cette erreur de dénomination fut partiellement corrigée, puisqu'elle prit le nom de Titius-Bode. Donc vérifions ce qu'avait constaté Bode pour Uranus. On reprend la formule que nous avons vue précédemment, et on attribue à Uranus le rang 8. Donc si on prend 4 plus 3 fois 2 puissance rang de la planète moins 2, eh bien on obtient 4 plus 3 fois 64, c'est-à-dire 195. On a vu que la distance moyenne d'Uranus au Soleil est de 19,18 unités d'air. Donc si on multiplie par 10, on obtient 191,8, qui est à 2% d'écart par rapport à 195. Comme on l'a dit précédemment, c'est en se servant de la loi de Titius-Bode que l'on entreprit de combler la lacune constatée entre Mars et Jupiter. Dès 1786, l'astronome français Jérôme Lalande entreprit cette recherche, mais sans succès. On a dit qu'il fallait franchir le cap du 19e siècle et il faut se rendre en Italie. Cette lacune entre Mars et Jupiter mise en évidence par la loi de Titius-Bode fut comblée le 1er janvier 1801 à l'Observatoire de Palerme en Sicile par un astronome qui était également moine bénédictin nommé Giuseppe Piazzi. Piazzi découvrit le plus gros des astéroïdes, Cérès, dont la distance au Soleil varie entre 2,56 et 2,98 unités astronomiques, soit une distance moyenne de 2,77 unités astronomiques. Donc en reprenant la formule de Titius avec un rang 5 pour Cérès, oui, entre Mars qui était 4 et Jupiter qui était 6, donc Cérès rang 5, on reprend la même formule, et on obtient 28. Vous voyez que c'est assez précis. Hein. Si on multiplie 2,77 par 10, on obtient 27,7, très proche de 28, c'est-à-dire un écart d'à peine 1%. Donc Cérès correspond bien à la 5e position dans la loi de Bode, ce qui donnait à cette loi une grande valeur à l'époque. Vous avez là une comparaison des dimensions de Cérès par rapport à la Lune et à la Terre. En 1802, on découvrit Pallas. Cela rendit les astronomes perplexes car il était surprenant que 2 planètes gravitent aussi près l'une de l'autre. L'étonnement grandit encore lorsque Junon fut découvert en 1804, puis Vesta en 1807. Il ne s'agissait donc pas d'une planète unique, mais d'un ensemble de corps que l'on appelle astéroïdes, situés aux alentours de la fameuse distance de Bode.
Il faudra attendre 1845 pour découvrir un 5e astéroïde nommé Astrée. On estime à 400 000 le nombre d'astéroïdes de plus d'1 kilomètre, mais seulement 26 ont une taille supérieure à 200 km. Du fait de sa taille, Cérès est le seul astéroïde quasiment sphérique. Son diamètre est de 946 km, soit un peu moins du tiers de celui de la Lune. Plusieurs théories s'opposent pour tenter d'expliquer l'origine de cette ceinture d'astéroïdes. Celle qui recueille actuellement l'approbation de la majorité des astronomes considère qu'il s'agit des ruines d'un projet inachevé. L'accrétion de matériaux nébuleux originels n'aurait jamais pu se réaliser totalement à cause de la très puissante force gravitationnelle de Jupiter. Une seconde théorie considère les astéroïdes comme les restes d'une planète unique qui aurait explosé. Le problème de cette théorie, c'est que la masse totale des astéroïdes est de l'ordre de 5% de celle de la Lune, et que cela constituerait une sphère d'un diamètre inférieur à 1500 km, ce qui est trop petit pour former une planète. Rappelons que Mercure a un diamètre de 4879 km, la Terre de 12 742 km et la Lune de 3474 km. Une troisième théorie envisage qu'il s'agirait des débris d'un morceau de planète arraché lors d'une collision, ce qui présenterait l'avantage par rapport à la théorie précédente de pouvoir coller avec la masse totale des astéroïdes. Notons que 5% des astéroïdes n'appartiennent pas à la ceinture principale et ont une orbite si allongée que certains passent à proximité de la Terre, de Vénus et même de Mercure. On a vu que l'astéroïde Eros passe près de la Terre, du moins près à l'échelle astronomique. Eh bien, l'astéroïde Icare, large de 1,4 km, porte bien son nom car il passe à l'intérieur de l'orbite de Mercure, très près du Soleil, pour revenir au-delà de Mars. Cette image exprime que cet astéroïde passe à proximité de la Terre. Abordons maintenant la découverte de Neptune. Plusieurs astronomes avaient constaté des anomalies dans l'orbite d'Uranus. Delambre, Laplace, Conti. En 1821, Alexis Bouvard publie une table astronomique d'Uranus et suspecte quelque action étrangère qui aurait influencé la marche de la planète. En 1840, Friedrich Bessel émet l'hypothèse qu'il s'agit d'une nouvelle planète. C'est Urbain Le Verrier, enseignant l'astronomie à l'école polytechnique depuis 1837, qui détermina par le calcul sa position le 31 août 1846. Le 18 septembre, donc 17 jours après, il écrivit à l'astronome allemand Johann Galle, qui reçut la lettre le 23 septembre. Comme il faisait beau ce soir-là, Galle dirigea son télescope vers le point indiqué et découvrit Neptune, à moins d'1 degré de la position calculée. Arago, qui avait incité Le Verrier à faire cette recherche, écrira « Monsieur Le Verrier a aperçu le nouvel astre sans avoir besoin de jeter un seul regard vers le ciel. Il l'a vu au bout de sa plume. » C'est à partir de la découverte de Neptune que la loi de Bode tomba plus ou moins en désuétude dans les milieux de l'astronomie, car l'écart entre la distance moyenne de Neptune au Soleil et celle prévue par la loi de Bode est trop important. Regardons la loi de Bode pour Neptune. Donc Neptune a une distance moyenne du Soleil de 30,11 unités astronomiques. Donc on attribue à Neptune le rang 9, on applique la formule de Bode, donc 4 plus 3 fois 2 puissance 7, on obtient 384. Et vous voyez, par rapport à 301,1, on a un écart proche de 20% d'erreur. C'est donc trop grand pour valider la formule en ce qui concerne Neptune. Le Verrier avait fait une prophétie.
Le succès doit nous laisser espérer qu'après 30 ou 40 ans d'observation de la nouvelle planète, c'est-à-dire Neptune, on pourra l'employer à son tour pour la découverte de celle qui suit dans l'ordre des distances au Soleil. En fait, cela a pris un peu plus de temps. C'est en 1915 que Percival Lowell, fondateur de l'observatoire de Flagstaff en Arizona, détecta de légères anomalies dans l'orbite de Neptune et, par la même méthode que le Verrier, prouva l'existence d'une planète située au-delà de l'orbite de Neptune. Mais la petitesse et l'éloignement de cette planète ne permit pas de l'observer aussi aisément que ce fut le cas pour Neptune. En 1919, par une méthode différente, William Henry Pickering, astronome de l'observatoire du mont Wilson en Californie, aboutit à la même conclusion quant à l'orbite de cette planète. Il fallut attendre encore 11 ans pour qu'elle soit découverte le 13 mars 1930 à Flagstaff par un assistant de l'observatoire, Clyde Tombaugh, sur les clichés pris les 21, 23 et 29 janvier 1930. La position de Pluton était décalée de seulement 2 degrés par rapport à celle prévue par les calculs de Lowell et Pickering. Son orbite, très allongée, donne une distance au Soleil variant entre 4,4 milliards de kilomètres et 7,4 milliards de kilomètres. C'est-à-dire qu'au périhélie, distance la plus petite par rapport au Soleil, Pluton est sensiblement à la même distance du Soleil que Neptune. De plus, cette orbite a la particularité d'être fortement inclinée par rapport à l'ensemble des orbites des autres planètes, c'est-à-dire le plan de l'écliptique. Donc l'orbite de Pluton a 17 degrés d'inclinaison par rapport au plan de l'écliptique. On a émis l'hypothèse que Pluton serait un ancien satellite de Neptune qui aurait échappé à l'attraction de cette dernière au cours de la formation du système solaire. Cette hypothèse est attribuée à Raymond Littleton, mathématicien passionné d'astronomie. Au sujet de la déclassification de Pluton par l'Union astronomique internationale en 2006, vous pouvez voir la vidéo Planètes et saisons sur la même chaîne YouTube que vous trouverez en tapant Alain P. Noël sur YouTube dans un moteur de recherche. Le 19 janvier 2006, et donc 7 mois avant que Pluton ne perde son rang de planète, la sonde New Horizons quitta la Terre à une vitesse moyenne de 1,4 million de kilomètres par jour, à destination de Pluton. Cette sonde emportait les cendres du corps de Clyde Tombaugh. Le 14 juillet 2015, après un voyage de plus de 5 milliards de kilomètres, et passant à 12 000 km de Pluton, la sonde commença à envoyer des photos de sa surface, ainsi que de ses 5 satellites, dont le principal est Charon. Il fallut 16 mois pour que l'ensemble des clichés parviennent à la NASA, révélant un astre surprenant, car géologiquement actif et avec une épaisse atmosphère de luminosité bleutée. Alan Stern, né en 1957, qui a été l'un des premiers spécialistes du système solaire à envisager l'envoi d'une sonde vers Pluton, se bat encore maintenant pour la réintégration de Pluton dans la classe des planètes et il n'est pas le seul. La sonde poursuit maintenant sa route dans la ceinture de Kuiper. Cette ceinture a été découverte en 1992. Elle s'étend sur plusieurs milliards de kilomètres au-delà de l'orbite de Neptune et comprend des milliards de corps célestes dont plusieurs centaines de milliers mesurent plus de 100 km. Pluton en fait partie. Des essais ont été faits d'utilisation de la loi de Bode au niveau de la ceinture de Kuiper, mais la grande excentricité des orbites et leur inclinaison importante par rapport à l'écliptique rendent ces études peu probantes pour le moment. En 1986, j'ai assisté à quelques réunions d'information pour enseignants à l'observatoire de Meudon et j'ai demandé à André Braic ce qu'il pensait de la loi de Bode.
Je ne me souviens pas des mots qu'il a utilisés dans sa réponse lapidaire, mais je garde en mémoire l'ironie qu'elle exprimait. André Braic est l'astrophysicien qui a découvert en 1984 les anneaux de Neptune. Pourtant, dans l'Encyclopédie Universalis figure une hypothèse assez compliquée que vous pouvez lire à l'écran, qui prouve que certains astronomes n'ont pas rejeté complètement la loi de Bode. Je vous laisse le temps de lire cet article. Début 2019, lorsqu'on tape loi de Bode dans un moteur de recherche, on trouve 539 000 résultats. En 2017, il y en avait seulement 248 000. On peut donc être optimiste quant à sa célébrité, même si beaucoup de ces articles affirment qu'il s'agit seulement d'une curiosité. J'ai en particulier lu un article du Science et Avenir de février 2015 qui informe qu'une équipe de chercheurs australiens s'est aidée de la loi de Bode dans la recherche de certaines exoplanètes. Rappelons que les exoplanètes sont celles qui gravitent autour d'autres étoiles que le Soleil. La première a été découverte en 1995 et en janvier 2019, on en compte 3971 qui sont répertoriées. Si l'on parvient à vérifier une loi analogue à celle de Bode pour d'autres systèmes stellaires, on aura la possibilité de faire des statistiques avec davantage de données. Certains professeurs de mathématiques de lycée utilisent la loi de Bode dans des exercices que l'on peut trouver sur Internet. Personnellement, dans le cadre de l'enseignement des statistiques, je donnais à mes élèves une série de coordonnées sans leur dire de quoi il s'agissait. Je leur donnais aussi une formule utilisant les logarithmes. Lorsque je leur posais la question « À quoi ces nombres correspondent-ils ?», il est assez rarement arrivé que des élèves trouvent que cela correspondait aux distances moyennes des planètes au Soleil. Cela arrivait parfois lorsque j'attirais leur attention sur le couple 3,149,6, c'est-à-dire Terre, troisième planète du système solaire, et une distance moyenne de 149,6 millions de kilomètres du Soleil. Puis, ils avaient à calculer le coefficient de corrélation linéaire associé. Ce coefficient est égal à 1 lorsque les points sont parfaitement alignés. Or, si on prend Mercure comme origine et si l'on va de Vénus à Uranus, le coefficient est de 0,99946, donc extrêmement proche de 1, et même en incluant Neptune et Pluton, on obtient 0,996, ce qui reste encore très proche de 1. Mes élèves avaient à placer les points correspondants sur un graphique et à en constater l'alignement quasi parfait pour les 7 premiers, ce que vous constatez sur cette image. Ça se dégrade un tout petit peu pour Neptune et Pluton. Ainsi se termine ce voyage astronomique, j'espère qu'il vous aura intéressé. J'ajoute un complément de 3 images pour quelques personnes qui souhaiteraient voir l'exercice que je posais à mes élèves et sont corrigés. Je ne vais pas laisser suffisamment de temps ces images à l'écran, aussi j'invite les personnes intéressées à interrompre le défilement de la vidéo pour prendre le temps de lire le contenu de ces images.